En 1918, une pandémie sans précédent déferle sur l'Amérique du Nord, l'Europe, puis le monde. Familièrement appelé grippe espagnole, ce virus touche près d'1 milliard de personnes et en tue au minimum 50 millions. En pleine Grande Guerre, l'Europe, fragilisée, est rapidement plongée dans l'effroi et des mesures radicales sont mises en place bien trop tard. Alors la question est, qui va nous intéresser aujourd'hui, peut-on comparer cette situation avec l'épidémie actuelle de coronavirus? Parce que beaucoup de similitudes existent entre ces deux fléaux qu'un siècle sépare pourtant. Retour sur la plus grande pandémie du XXe siècle et sur les leçons qu'elle nous lègue. Pour commencer, je vais à nouveau vous inviter à mettre un pouce bleu sous cette vidéo et si possible à la partager parce que je vous le répète, l'algorithme de YouTube ne nous est pas favorable, n'est pas favorable à TV Liberté et vous pouvez ainsi nous aider avec un simple clic. Maintenant que c'est fait, en tout cas je l'espère, parlons de notre sujet, la grippe espagnole de 1918-1919, ainsi que des similitudes qui existent avec l'épidémie actuelle de coronavirus. On va procéder dans cet ordre. Alors, première chose à savoir, cette grippe dite espagnole ne vient absolument pas d'Espagne, mais alors pas du tout. Pourquoi l'a-t-on appelée ainsi? C'est son nom familier et pas son nom scientifique, tout bêtement à cause d'une histoire de censure. Je parle bien sûr de la censure de guerre, on est en pleine Première Guerre mondiale, et alors que l'épidémie frappe tous les belligérants, forcément, la presse rechigne à parler de ce fléau au risque de montrer sa faiblesse à l'ennemi. Logique. Par contre, dans cette guerre, l'Espagne est neutre et sa presse est donc plus libre, entre guillemets. C'est donc la presse espagnole qui est la seule à en parler et c'est pourquoi on lui donne rapidement le nom de grippe espagnole. Voilà, tout con. Mais alors, si elle n'est pas espagnole, d'où nous vient cette épidémie? Parce qu'il y a eu pas mal de spéculations, mais aujourd'hui, on est à peu près sûr, les premiers cas de contamination ont éclaté aux États-Unis. Nous sommes alors en mars 1918 dans un camp de formation militaire, Fort Riley, au Kansas, et les soldats américains tombent comme des mouches lors de la parade, touchés par une espèce de super pneumonie. On dénombre vite 500 cas, 500 soldats en partance pour l'Europe qui se retrouvent hospitalisés gravement. À partir de là, la maladie va s'étendre en 15 jours sur tout le continent nord-américain. Le nombre de contaminés explose et comme à cette époque, les États-Unis viennent d'entrer dans la guerre et envoient leurs troupes en Europe, eh bien cette méchante grippe se répand sur nos terres. C'est donc les soldats américains qui l'ont porté avec eux à travers l'Atlantique. Merci les gars, franchement, déjà que votre aide militaire à la victoire finale reste fortement à nuancer, si en plus vous nous ramenez un cadeau empoisonné. La maladie se répand d'abord dans un cantonnement britannique à Rouen, puis dans l'ensemble des tranchées alliées. C'est la première vague. Pour l'instant, assez mineure et on ne s'inquiète pas plus que ça. On a d'autres chats à fouetter, on estime que c'est une grippe saisonnière et puis on est en pleine guerre. C'est en octobre en France et en Angleterre que l'épidémie prend des proportions énormes et en plus de ça, la maladie devient internationale en se répandant par bateau dans les colonies françaises et anglaises. C'est comme ça qu'elle arrive en Afrique, en Asie, en Australie et jusqu'aux plus petites îles du Pacifique. Puis bien sûr, elle frappe aussi les Allemands, quand même, il ne suffit pas d'une tranchée pour l'empêcher de passer celle-là. Le mois de novembre, c'est ce qu'on pourrait appeler le pic de mortalité en Europe. C'est la deuxième vague de la grippe espagnole, la plus mortelle et la plus virulente. Le tout alors que la première vague ne présentait rien de particulièrement alarmant, je le précise, c'était une sorte de grippe normale, quoi. Elle touchait surtout les plus jeunes et les plus âgés. Mais cette deuxième vague, à la surprise générale, frappe de plein fouet les personnes dans la force de l'âge, entre 20 et 40 ans. Et ce seront eux les principales victimes de ce fléau, 50% des morts, c'est pour vous dire. Concrètement, les personnes atteintes souffrent de fortes fièvres, d'une insuffisance respiratoire et d'hémorragie interne qui engorge les poumons de sang. C'est épouvantable comme maladie. Les malades tous ont de la mousse sanguinolente au bord des lèvres, vomissent du sang, saignent du nez, ont le visage violet dû au manque d'oxygène et meurent noyés dans leur propre fluide corporel. Bref, c'est l'horreur absolue. Rapidement, les hôpitaux sont submergés et les soldats entassés dans les tranchées et avec leurs poumons fragilisés par les gaz tombent par milliers et on se met à craindre une sorte de peste pulmonaire, résurgence de la grande peste du Moyen-Âge. Et comme on ne sait absolument pas ce que c'est ni d'où ça vient, les rumeurs circulent en parlant soit de punition divine à cause des hécatombes de la guerre,
soit d'une arme bactériologique répandue par les Boches. Ils en sont capables. Faut pas oublier que c'est des anglo-saxons à la base. Couverture aromatisée à l'huile essentielle de typhus, on n'a pas oublié. Cette grippe se répand dans les tranchées, parmi les soldats, mais pas que. Par exemple, à Paris, 16 morts par grippe recensés dans la semaine du 6 au 12 octobre, normal. Puis, semaine suivante, plus de 1000 morts, ça monte rapidement en flèche. Et chez les soldats américains particulièrement, c'est l'hécatombe, près de 300 000 cas de grippe recensés le 20 octobre, avec plus de 600 morts par jour. Horrible. Cette deuxième vague très virulente s'étend de la mi-septembre à la mi-décembre 1918, puis après 2 mois de calme, la troisième vague arrive, mais celle-ci est beaucoup moins virulente, elle tue beaucoup moins, et ça s'explique par le fait que les gens bénéficient maintenant, enfin la plupart des gens, d'une certaine immunité. Le bilan final, il est énorme. Il s'agit là de la plus grande pandémie du XXe siècle. On n'avait pas vu un truc pareil depuis la grande peste noire du Moyen-Âge. On estime que 500 millions à 1 milliard de personnes ont été contaminées, soit la moitié de la population mondiale. Je rappelle, à l'époque, elle est environ de 2 milliards d'habitants sur Terre. Le tout pour un bilan global en 15 mois de 50 millions de morts. Certains disent même 100 millions. C'est difficile à évaluer, ça représente donc une mortalité de 2 à 5% de la population mondiale. Nous, on a une vision très occidentalo-centrée de cette grippe espagnole qui n'avait d'ailleurs rien d'espagnol, mais c'est l'Asie qui a le plus morflé dans l'histoire. 18,5 millions de morts pour l'Inde, de 4 à 10 millions pour la Chine. Ensuite, c'est l'Europe avec plus de 2 millions de morts et enfin les États-Unis, plus de 500 000. Maintenant, terminons cet épisode par le sujet qui nous intéresse. Peut-on comparer ce qui s'est passé avec la grippe espagnole avec notre situation actuelle et l'épidémie de coronavirus? Je vais vous donner ici quelques infos, mais pour aller un petit peu plus loin, je vous invite chaudement à la lecture d'un entretien sur le site du Figaro Vox entre Eugénie Bastier et la journaliste scientifique Laura Spinet, sur lequel je m'appuie largement. Le lien vers cet article est dans la description de cette vidéo. Alors tout d'abord, comme le rappelle d'ailleurs Laura Spinet, il est difficile pour le moment de faire des comparatifs précis étant donné qu'on n'a pas de recul sur le Covid-19. Là, je fais cette vidéo, on est le 22 mars 2020. Là, on est confiné et on attend de voir. Voilà. En revanche, ce qu'on peut déjà dire, je pense, et à moins d'une mutation ou je ne sais quoi, c'est que pour l'instant, la grippe espagnole a l'air bien plus méchante. On parle d'un taux de mortalité de 2,5%, soit 25 fois plus que la grippe normale. Alors que le coronavirus, c'est actuellement aux alentours de 1%, ce qui est quand même pas mal, mais bien moindre. Aussi, et là c'est la grosse différence, la grippe espagnole, je l'ai dit, fauchait les personnes dans la fleur de l'âge de 20 à 40 ans. 50% des morts. C'est curieux d'ailleurs, mais ça peut s'expliquer par les conditions de vie sanitaire dans les tranchées, évidemment la promiscuité des soldats, leurs poumons fragilisés par les gaz, etc., mais aussi par le fait qu'à l'époque, les vieilles générations avaient peut-être développé une sorte d'immunité d'un virus proche de la grippe espagnole contracté des années auparavant. C'est une hypothèse. Pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, le Covid-19 s'attaque surtout aux plus fragiles, donc les plus âgés, et pas trop aux jeunes en bonne santé, voire pas du tout aux enfants. Donc là, il y a une vraie différence. Les symptômes aussi sont beaucoup moins violents. On l'a vu avec la grippe espagnole, on finit violet, une mousse rouge aux lèvres, à vomir du sang. Il y a aussi la période d'incubation qui n'est pas la même. La grippe espagnole, c'est de 3 à 5 jours, alors que pour le Covid-19, c'est, semble-t-il, plus long, plus de 2 semaines. Donc voilà, pour la nature du virus, ça n'est pas la même Covid-19, grippe espagnole. Par contre, là où il y a des similitudes, c'est concernant sa propagation et les mesures qui ont été prises pour lutter contre celle-ci, et c'est là que ça va nous permettre d'avoir quelques leçons du passé peut-être. En effet, on entend beaucoup aujourd'hui que le coronavirus est la maladie de la mondialisation. Alors c'est vrai, évidemment, je ne remets pas ça en question, mais par contre, ce que je dis, c'est que ça n'est pas nouveau. À l'époque aussi, il y avait une mondialisation, bien sûr, moins importante qu'aujourd'hui. Avec la guerre, on assistait à beaucoup de mouvements humains, les mouvements de troupes, bien sûr, les Américains chez nous, les marins vers les colonies, les déplacements de population, les réfugiés, les soldats, etc. Aujourd'hui, c'est ça, puissance 1000, sauf qu'on n'est même pas en période de guerre, c'est ça le problème. Là où on retrouve aussi des similitudes, outre sa propagation, je l'ai dit, c'est dans la gestion de l'épidémie. Les hôpitaux ont été aussi vite submergés que les nôtres à l'époque, et ils ont réagi trop tard. Mais normal, à l'époque, j'ai envie de dire, on était en pleine guerre. Mais très vite, surtout aux États-Unis, des mesures de confinement ont été mises en place. Quarantaine, interdiction de circuler, écoles fermées, recommandation de se laver les mains, distanciation sociale, là aussi à l'époque, et port de masque
obligatoire aux États-Unis. Voilà, c'est à peu près similaire en matière d'instruction, sauf pour le masque, parce que pour faire un parallèle avec aujourd'hui, il paraît que ça sert à rien. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la grande spécialiste mondiale de virologie, Sibeth Ndiaye. Les leçons qu'on peut en tirer pour terminer, c'est que bon, c'était bien plus virulent que le coronavirus, la grippe espagnole, vraiment, mais ça a fini par se terminer. La vie a suivi son cours, les mesures sanitaires ont permis de réduire la propagation, et surtout la fin de la guerre, on va pas se mentir. Ça a permis à l'humanité d'avoir, après coup, un meilleur système immunitaire. On s'est retrouvé avec, c'est dur à dire, c'est violent comme terme, mais c'est le terme, une population plus saine. On appelle ça l'effet moisson. Ça a participé ensuite au baby boom d'après la Grande Guerre et l'espérance de vie s'est vue augmenter. Voilà, donc tout ça pour dire qu'après la tempête, du positif en est ressorti. Comme toujours, ça a duré 15 mois, dont plusieurs mois terribles, on ne revient pas là-dessus, mais ça n'a pas décimé l'humanité, c'est le cycle de la vie depuis des millénaires et on va s'en sortir. Aujourd'hui, on a affaire à un virus bien moins virulent pour l'instant, et encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, et j'ose espérer qu'en matière d'hygiène et de santé, on est plus avantagé aujourd'hui. Bien sûr, on va traverser une période difficile, d'ailleurs on est toujours dedans, on est en confinement, je l'ai dit, il y a des drames, mais on y arrivera. En attendant, dans le doute, évidemment, la meilleure démarche à suivre, c'est de suivre justement les recommandations, rester chez soi, se laver les mains, distanciation sociale, etc. Bref, faire acte de civisme, même si certains ne comprennent toujours pas ce que ça veut dire civisme. Et donc pour conclure, en reprenant une expression célèbre de l'époque de la Grande Guerre, le coronavirus comme la grippe espagnole, on l'aura.